Dans cette entrevue, Bernard de Montréal discute du concept de centre de gravité mental versus astral. Il explique que le centre de gravité mental est un état d'esprit qui permet à un individu de ne pas être affecté dans ses émotions. Ils agissent avec une énergie mentale émotionnalisée plutôt qu'avec une énergie émotionnelle. Il mentionne également que certaines personnes célèbres de l'histoire, telles que les Césars, Napoléon, Hitler et Abraham Lincoln, avaient un centre de gravité mentale astralisé. Cela signifie que leur domaine mental était influencé par des émotions qui coloraient leur intelligence et les amenaient à faire des erreurs au fur et à mesure qu'ils avançaient dans leur vie. Bernard souligne également la différence entre l'émotion et le mental pur. L'émotion est basée sur des aspects de la personnalité, tandis que le mental pur est basé sur un rayonnement de l'esprit de l'homme à travers ses corps subtils. Plus un individu est astralisé, plus son centre de gravité est ajusté et précis. Une personne avec un centre de gravité moins astralisé a plus d'intelligence qui rayonne de sa faculté humaine et diminue progressivement les chances de faire des erreurs et de retarder son évolution. En fin de compte, un centre de gravité mentale ultime pour un individu en évolution est d'avoir une grande clarté d'esprit et de mental. Le centre de gravité mentale d'une personne est influencé par la clarté de sa pensée et de son action. Les émotions peuvent troubler cet équilibre et rendre l'individu vulnérable aux erreurs. Pour atteindre un centre de gravité mentale clair, il faut développer une relation étroite avec le plan mental et spirituel, ce qui demande une transformation profonde de notre nature animale. Les émotions font partie de notre nature animale et peuvent nous influencer de manière inconsciente, mais nous pouvons les surmonter en prenant conscience de notre nature mentale. Les personnes qui ont un centre de gravité mentale solide sont capables de résoudre les problèmes et les oppositions de manière créative, sans recourir à des actions destructrices. Elles peuvent aussi aider les autres à développer leur propre centre de gravité mentale en les intégrant dans un processus créatif. Cependant, il est difficile de travailler avec des personnes astralisées, dont le centre de gravité mentale est basé sur les pulsions de leur âme plutôt que sur la lumière de leur esprit. Les problèmes de politique et de société sont souvent dus à l'incapacité d'intégrer ces individus astralisés dans un processus créatif et d'établir des alliances constructives. Dans cet échange, il est évoqué le problème de la gravité mentale chez l'individu, qui est considéré comme un problème humain universel. Il est souligné que c'est la capacité à neutraliser les oppositions par l'alliance qui définit le développement de conscience d'une personne. Cependant, il est regretté que les problèmes ne se résolvent pas facilement dans le monde car l'homme n'a pas la capacité de neutraliser l'astralité des autres. Il est également rappelé que tous les hommes sont récupérables et qu'il revient à ceux qui ont un centre de gravité mentale plus développé de les récupérer. La récupération est vue comme un élément clé dans la gestion des événements de la vie et dans la reconstruction psychique de l'ego. Il est souligné que la capacité à récupérer les autres est liée à la reconstruction dynamique d'un processus créatif et à la résurrection instantanée de l'esprit. Sur le plan matériel. Cependant, il est noté que l'homme n'a pas été éduqué à la reconstruction et qu'il existe des mécanismes pour maintenir des relations de manière superficielle, tels que le protocole politique et la diplomatie. Nous avons donné une valeur à certains comportements humains, mais lorsque les relations humaines sont profondément perturbées par des conflits apparemment insolubles, notre nature émotionnelle entre en jeu. On réalise alors qu'on ne parvient pas à trouver les moyens de résoudre ces conflits et on se retrouve dans le besoin de médiateurs. Les médiateurs existent car le patronat et les travailleurs ne parviennent pas à s'entendre et à neutraliser leurs émotions négatives. Si les parties en conflit pouvaient réguler leur propre émotionnalité, elles seraient capables de comprendre le processus créatif de leur intelligence et neutraliser toute forme d'émotion négative. Cela requiert un centre de gravité mentale. Le centre de gravité mentale ne peut pas être construit par l'homme lui-même, mais par autre chose. Par exemple, un initié peut le construire grâce à des forces occultes avec lesquelles il entretient un rapport télépathique. Une fois ce plan établi, d'autres personnes peuvent être mises en présence de cet initié pour se faire construire un centre de gravité mentale. Il faut toujours quelqu'un de plus mental que nous pour nous rendre plus mental. Les événements peuvent servir à cela, mais il faut toujours une hiérarchie d'énergie pour créer un centre de gravité mentale, que ce soit une personne en position d'autorité ou des événements difficiles qui nous font évoluer. En conclusion, pour résoudre les conflits et développer un centre de gravité mentale, il est souvent nécessaire de faire appel à des médiateurs, car les parties en conflit ne parviennent pas à maîtriser leurs émotions par elles-mêmes. Certaines personnes, comme les initiés, sont capables de construire leur propre centre de gravité mentale, tandis que d'autres ont besoin
d'une influence extérieure pour les aider à évoluer. L'auteur explique que les oppositions dans la vie sont nécessaires pour développer un centre de gravité mentale. Il affirme que les individus qui vivent sans opposition ne peuvent pas grandir mentalement. Les expériences difficiles et les confrontations avec d'autres personnes permettent de construire ce centre de gravité mentale. Les personnes qui ont vécu des accidents ou des événements au-dessus d'elles ont développé cette capacité. L'auteur souligne l'importance d'utiliser l'opposition pour se construire et évoluer. Cependant, il mentionne que les individus ont parfois du mal à le faire, car ils manquent de force ou de présence d'esprit. Il ajoute que ceux qui sont au-dessus des autres peuvent les aider à développer ce centre de gravité mentale, mais cela nécessite une participation active et une compréhension de soi. L'auteur estime que la vie sur Terre est basée sur l'opposition, mais que les sociétés et la psychologie sociale n'ont pas suffisamment enseigné l'utilisation de l'opposition de manière intelligente. Il précise que pour pouvoir bénéficier de l'opposition, il faut avoir un certain niveau de sécurité intérieure. Les personnes insécurisées sont davantage menacées par l'opposition, et l'ego doit s'en affranchir pour évoluer. L'opposition entre les êtres humains peut créer des tensions et des difficultés dans les relations. Cependant, il est important de comprendre que l'opposition est souvent le résultat de notre propre insécurité et de nos peurs, et qu'elle peut être une illusion. Les individus conscients ne créent pas d'opposition, mais peuvent être confrontés à des comportements opposants de la part d'autres personnes. Il est donc nécessaire de prendre du recul et de décider comment réagir à cette opposition. Si l'opposition est issue d'un état mental astralisé, elle est réelle, mais si elle émane d'un état mental intégral, elle est souvent illusoire. Il est alors important de prendre une distance et de s'assurer de ne pas s'impliquer dans cette opposition. Pour les personnes vivant de l'opposition à cause de leur insécurité, il est nécessaire de comprendre que cette opposition est en grande partie le résultat de leur propre crainte et de leur manque de confiance en eux. Ils peuvent alors travailler sur eux-mêmes pour dépasser cette insécurité et réaliser que l'opposition n'est pas réelle. Dans cette discussion, DM et BDM abordent le thème de l'opposition et de la manière dont les individus y font face. BDM explique que la capacité d'un individu à faire face à l'opposition dépend de son intelligence et de son discernement. Il souligne que l'opposition doit être équilibrée et utilisée de manière constructive pour qu'elle soit valable. Par exemple, des parents intelligents peuvent utiliser l'opposition dans l'éducation de leurs enfants, ce qui leur permettra de se développer et de grandir. Cependant, lorsque l'opposition est utilisée de manière destructrice, comme dans l'autoritarisme paternel, cela peut nuire aux enfants. DM soulève la question de comment un enfant peut faire face à cette opposition. BDM répond en disant que cela dépend de l'âme et de l'expérience de l'enfant. Certains enfants ont réussi à s'affirmer et à s'éloigner de parents toxiques, tandis que d'autres ont été victimes de cette oppression en raison de leur manque de force. BDM explique que ces schémas de comportement étaient ancrés dans la société et la religion à l'époque, mais que grâce à la télévision et à l'information, les gens sont maintenant plus conscients des abus qui peuvent se produire et sont en train de corriger ces erreurs. Dans ce texte, l'auteur explore le concept de l'opposition et son impact sur les individus et la société. Il affirme que l'opposition peut être nécessaire et utile lorsqu'elle est intelligente et permet de surmonter l'insécurité. Cependant, il souligne également que l'opposition non intelligente et basée sur la peur doit être éliminée, car elle peut être dangereuse et contagieuse. L'auteur encourage à étudier les lois de l'opposition et à développer la capacité de prendre des décisions et de s'éloigner des personnes nuisibles. Il soutient que l'être humain a tendance à rechercher l'appartenance et la sécurité, ce qui peut conduire à des comportements négatifs. L'auteur souligne l'importance pour les psychologues et les philosophes d'étudier la dynamique de l'opposition. Il conclut en affirmant que comprendre cette dynamique peut conduire à la liberté, à la créativité et à une opposition constructive. Dans ce discours, l'orateur aborde différentes idées relatives à la condition humaine et à la recherche du bonheur. Il affirme que l'homme doit être libéré de sa condition humaine et connaître les lois dynamiques qui régissent la disproportion entre son état d'être pur et conditionné. Selon lui, le bonheur est une notion illusoire car il implique une dualité entre le haut et le bas, alors que l'homme devrait simplement être bien dans sa peau. Il remet également en question l'existence de Dieu, affirmant que c'est un concept inventé par les pouvoirs spirituels pour maintenir leur emprise sur les populations ignorantes. Il souligne l'importance des idées ésotériques qui existent depuis des siècles mais qui n'ont pas été intégrées dans les grandes religions ou les systèmes de pensée dominants. Dans cette interview, l'auteur mentionne que les connaissances réellement avancées et intelligentes ont été réprimées par les
institutions scientifiques, spirituelles et religieuses au cours des siècles. Il affirme que cela est dû au fait que ces connaissances remettent en question les concepts de base de notre civilisation. Selon lui, il viendra un moment où l'homme pourra accéder à la compréhension des mystères et communiquer avec des hiérarchies non matérielles. Ce sera à ce moment-là qu'il réalisera qu'il a été trompé pendant longtemps. L'auteur considère que le mensonge cosmique est la dernière opposition à surmonter et cela nécessite un centre de gravité important et une absence totale de peur. Il affirme également que le pouvoir est toujours anti-individu et qu'il doit être arraché aux forces cosmiques pour que l'homme puisse accéder aux archives et entrer en communication avec les circuits universels. Finalement, il souligne que la capacité de pénétrer les mystères ne sera jamais donnée gratuitement, elle devra être arrachée. Le dialogue entre Bernard de Montréal, Boulevard M et DM concerne le pouvoir et son impact sur l'humanité. BDM affirme que quiconque recherche le pouvoir est anti-humain car cela implique une absence de reconnaissance de la lumière universelle à travers l'être. Chercher le pouvoir entraîne des actions contraires à l'harmonie et à l'amour, car cela astralise la conscience. Cela conduit à la destruction, à la décomposition et à la mort plutôt qu'à l'élévation de la conscience humaine. Les grands dirigeants qui ont cherché le pouvoir ont créé plus de destruction que d'élévation de la conscience. BDM met en garde contre la recherche du pouvoir dans les sciences ésotériques et de l'esprit, car cela peut mener à une impasse. Il soutient que le pouvoir est temporaire et nécessite une astralisation. En revanche, une personne consciente reconnaît les aspects positifs et créatifs chez les autres et ne cherche pas à exercer du pouvoir sur eux. La conscience permet de traiter avec les autres de manière constructive et harmonieuse. Dans cette discussion, Bernard de Montréal et Daniel Marquez abordent le sujet du pouvoir et de l'intelligence. Ils soulignent que reconnaître l'esprit des autres est un signe d'intelligence et que les personnes qui cherchent le pouvoir ont du mal à reconnaître cette dimension spirituelle chez les autres. Les personnes en quête de pouvoir centralisent leur énergie sur elles-mêmes et recherchent l'autorité décisionnelle. Cependant, les décisions prises dans un esprit de pouvoir ne sont pas aussi authentiques que celles prises par des individus intelligents et créatifs, dont l'autorité découle de leur intelligence et de leur clarté. Les personnes confrontées à l'opposition ont une mémoire à traiter, et leur façon de gérer ces situations dépend de leur niveau d'évolution spirituelle. Les personnes les plus évoluées sauront passer à travers l'opposition rapidement, tandis que celles moins expérimentées auront du mal à trouver les moyens de briser le nœud. Cependant, avec le temps, elles pourront aussi apprendre à surmonter les défis de l'opposition.